Quittant de l'Angola, nous arrivons en Namibie par le poste frontière d'Oshikongo au nord. Objectif, aller à Etosha. Mais avant, nous décidons d'aller voir le lac Oponono qui est sur notre trajet. La chaleur est suffocante. Je vois le lac mais uniquement sur le GPS. La réalité est tout autre. Ce n'est que du sable, des cailloux et des animaux morts. Une véritable désolation. Nous faisons demi-tour et stoppons dans un camping près de Odangwa. Juste à côté, il y a une jolie petite église qui a été construite à la fin des années 1870 par un missionnaire finlandais, Martti Rotanen. Elle serait la plus ancienne construction du Nord. Etosha. Nous arrivons au parc d'Etosha par le nord. Le parc national d'Etosha a depuis 1967 le statut de parc national avec une superficie de 22 935 km². Il constitue l'une des plus grandes réserves animalières d'Afrique, abritant notamment 114 espèces de mammifères et 340 espèces d'oiseaux. Malgré les beaux nuages, la pluie n'est pas au rendez-vous et c'est une sécheresse épouvantable qui sévit sur le parc. Boire est devenu dangereux. L'endroit est souvent réservé aux plus forts. Ici, ce sont 2 hyènes qui gardent jalousement le si peu d'eau qu'il reste. Nous continuons notre visite avec Guylaine et Christian, la belle-sœur et le frère de Yannick. Les girafes sont intriguées par quelque chose. Beaucoup regardent dans la même direction. Évidemment, lorsque le roi des animaux arrive, tout le monde décampe. Sauf malheureusement une pauvre petite tourterelle qui prenait son bain. Et c'est au coucher du soleil que les éléphants nous offrent un magnifique défilé. L'art de se cacher. Ici, un petit lionceau. Et derrière la souche, on distingue très bien les parents. Là encore, 2 lionnes en train de manger et dormir. Mais aussi une petite tête bien éveillée qui nous regarde. Et toujours cette quête de l'ombre et de l'eau.
Quelques kilomètres plus loin, nous sommes aux premières loges. Il est là, tapi dans son arbre. La suite est tout aussi magnifique et le spectacle au coucher du soleil somptueux. Les girafes ne nous décevront pas non plus avec leur combat des chefs. « 1376 km plus tard, nous sortons à l'extrême ouest du parc et nous nous dirigeons vers Cesfontaine par une petite piste au grand bonheur de Guylaine qui adore sortir des sentiers battus. Vous avez un commentaire à faire? Non, plus jamais de piste comme ça, il reste encore 35 km. Non. Mais il y avait une route, pourquoi vous prenez des trucs comme ça? Parce que c'est pas joli les routes. Et c'est après quelques tours et demi-tours que nous décidons de bivouaquer au bord de la piste. Toujours au grand bonheur de Guylaine, qui malgré sa petite appréhension finira par se détendre. En effet, 2 heures après notre installation, un touriste allemand se joint à nous, surpris mais très content de trouver des aventuriers en train de festoyer au bord de la piste. Et la soirée se poursuit dans la bonne humeur. On se transforme en personne polyglotte, aidée, il faut l'avouer, par quelques petits plaisirs liquides. Félicitations. Ouais. T'as vu un peu? Et t'as fait quoi, Christian? Montre ce que tu as fait. Non mais franchement. Catastrophe man. It's a good place for camping. Pas forcément. Well, honestly, I do agree.
et c'est après un bon petit déjeuner que nous reprenons la route chacun de notre côté. Alors l'objectif de la journée, Opuo, pour faire les courses et ensuite Epupa Falls en longeant la rivière Kunene, frontière naturelle entre la Namibie et l'Angola. Pour les courses, c'est raté. Nous sommes samedi, il est 14h, tout est fermé. La piste est très jolie pendant plusieurs kilomètres. Mais malheureusement pas jusqu'à Epupa Falls. J'aurais certainement perdu mon écrou et mon amortisseur. Bon, il n'y a pas de bobo, grâce à l'écrou. J'aurais besoin du marteau, mon cœur. Ah bah ouais, mais moi je filme et t'as besoin du marteau? Je fais comment alors? Et j'arrête le film alors? Hein? Non, ce couinement n'est pas un défaut de Toyota, mais seulement le résultat de 60 km de piste à Etosha fait avec le frein à main tiré. Ok, je vous entends déjà. C'est pas possible, etc. Oh, moi, ma voiture, quand le frein à main est tiré, elle n'avance pas. Il est 14h20, il fait 48 degrés. Le ciel est bleu. Là-bas, il y a des nuages, mais c'est en Angola. C'est toujours en Angola qu'il y a des nuages. Et on n'a pas crevé, mais on a entendu un zing, 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 zing. Un truc qui était coincé sur le disque, peut-être. Voilà, il est là le petit caillou. Il y a un petit caillou qui est dans le, je sais pas, le disque, je crois que ça s'appelle. Voilà, il est là, donc on va l'enlever parce que ça faisait zing. Alors moi évidemment, je me suis trompée de côté. Je dis que c'était à gauche alors que c'était à droite. Mais enfin bon, si j'étais mécanicienne, ça se saurait aussi. Alors, hein. C'est pas de ma faute. Hein. Ah, l'enfoiré! C'est lui le coupable! Ah, ça va, c'est pas moi. Ah. Enfin, Epupa Falls. Les chutes d'Epupa sont situées sur la frontière entre l'Angola et la Namibie. La chute la plus haute est de 37 mètres. C'est un lieu très apprécié des touristes. Ce territoire de l'ethnie Imba, qui les connaissent depuis toujours sous le nom de l'eau qui fume, a pourtant été menacé à plusieurs reprises par la construction d'un barrage. 300 km² de terre pastorale auraient été submergés. Le combat des éleveurs a permis de sauver un écosystème et de préserver la faune sauvage, notamment les crocodiles. Mais pour combien de temps? Car la Namibie manque cruellement d'eau. Nous faisons le plein de carburant à Okanyvati avant de prendre la piste pour Vanzilpass.
C'est toujours avec beaucoup d'étonnement que les pompistes regardent Yannick lorsqu'il demande de remplir le réservoir à côté du moteur. En effet, Yannick a installé 2 réservoirs supplémentaires dans le châssis, sous les sièges avant. La piste pour se rendre au camp de Vanzilpass est épouvantable. 80 km de cailloux. Nous avons mis la journée pour le faire. En attendant d'y arriver, petit topo sur le fameux Vanzilpass que nous avons bien hésité à passer. C'est le pass le plus célèbre en Namibie, situé entre 2 chaînes de montagnes très abruptes dans le Marienfluss. Il tire son nom de l'explorateur hollandais qui a trouvé le chemin dans les années 1920 avec quelques imbas et un modèle T Ford. Le col est situé à une altitude de 948 mètres au-dessus du niveau de la mer. En parcourant Internet, on nous explique clairement que c'est dangereux. C'est une route classée extrême classique, mais pas vraiment une route, mais plutôt un itinéraire emprunté par les voyageurs au fil du temps. Le col, incroyablement escarpé, est en soi une pure poussée d'adrénaline, et la route qui mène à la descente est longue de 10 à 15 km de conduite difficile sur une très mauvaise piste, où il faut éviter les rochers et les ravins. Pour faire ces plus ou moins 10 km, il faut compter entre 3 et 6 heures. Après avoir lu ça, nous étions un peu refroidis. Mais grâce à la suite, nous avons décidé de le faire. Pour conduire sur ce sentier, vous devez avoir une confiance absolue en votre véhicule et en vos compétences de conduite 4x4. Ça, c'est OK. Il s'agit d'un défi extrême en 4x4 qui requiert une solide expérience de la conduite hors route et un navigateur habile. Ça, c'est bon aussi. Il est vivement conseillé de s'engager dans un convoi, ne serait-ce que pour s'encourager mutuellement. Ça, on ne l'a pas fait. Vanzilpass est réservé aux conducteurs de 4x4 très expérimentés. Ce pass est considéré comme la route la plus difficile en Namibie et constitue un défi de taille pour ceux qui aiment ce genre de choses. Je pense que c'est cette dernière phrase qui nous a définitivement convaincus. Ce qui est dommage, c'est que la vidéo, ça écrase un peu les reliefs. Parce que je peux vous assurer que ça descend. Voilà. On descend. Le pilote est en train de refaire la piste. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a quand même pas trop de dévers. À part ici, peut-être. Non. Dommage, je suis en contre-jour. On est toujours dans Vanzilpass et là on a un point de vue sur la vallée de Marienfluss. Et après on va descendre dans la vallée et puis voilà, on va remonter au nord de
de la Namibie, nord-ouest, tout nord-ouest. Bon bah j'espère que la route elle passe pas là parce que de l'autre côté c'est pas terrible non plus. Là il y a une espèce de petit bonhomme qui nous surveille. Voilà, c'est bien ce que je craignais, on doit passer par ici. Regarde, pourquoi il va à droite là? Pourquoi il va à gauche? Il y a un trou à gauche. Oh là là, il me fait peur. Hein. Et là, ça... Bon là, c'est pas trop compliqué. Ça descend, puis il y a des cailloux et ça glisse. Par exemple, ce genre de virage là, je n'aime pas du tout. Parce que là, on voit pas. Mais moi, je sais qu'il y a un trou derrière. La voiture elle est large quand même. Voilà. Après l'effort, le réconfort. Le réconfort, ça fait du bien. Voilà, la voiture elle avance toute seule. Alors le virage là, je sais pas si elle va le prendre toute seule. Les mains sont là. Et voilà. Et ben non, elle a pris le virage toute seule. Nous voici enfin dans la vallée du Marienfluss. Sable à perte de vue, tantôt ocre, tantôt blanc, avec des paysages fantastiques. Nous redescendons la vallée de Hartmann pour rejoindre la prochaine ville, Puros, pour faire le plein de courses, car... Mais voilà, toute seule. Et puis ils en va vite en plus. Hein. Nous attendons avec impatience de faire des courses, car depuis Opuo, nous n'avons rien trouvé et vivons sur nos réserves de boîtes de sardines et de thon. Le paysage est magnifique, mais très vite les pistes rocheuses reviennent. Moi aussi j'ai des bons pneus. Hein.
Ah, enfin, Pouros. Mon Dieu, mais c'est le Far West ici. Et bien sûr, pas de magasin. Nous avons pu faire le plein de carburant et c'est déjà ça. Lorsque Yannick va régler le carburant dans la case, il remarque de la viande séchée. Le pompiste lui explique que c'est de la viande de girafe. Voyant nos regards étonnés, il nous explique qu'ils ont le droit et un quota. Là, je viens de prendre un oiseau en photo, là, une espèce d'outarde, a priori. La piste elle passe au fond. Là, et puis demain, on part de l'autre côté dans cette direction. Voilà. Et notre campement. Et GG sur l'ordi. Et voilà la vue sur 360 degrés. Le total bonheur, avec une bonne nuit qui se promet un peu fraîche. À demain, ciao. Nous nous dirigeons ce matin vers Palmwash. La concession de Palmwash est l'une des plus grandes zones de concession privée au monde, en collaboration avec le ministère du Tourisme et de l'Environnement. Nous l'avons traversée très rapidement, mais elle fera l'objet de plus d'attention la prochaine fois. Direction la montagne brûlée et les Organ Pipes. Très honnêtement, je m'interroge encore sur l'intérêt de ce site volcanique. Mais c'est sans doute à cause de notre trop peu de connaissances dans le domaine de la géologie. Par contre, nous avons un très bon souvenir avec un couple d'Allemands avec qui nous avons passé une excellente soirée. Fini les cailloux, cap à l'ouest vers Skeleton Coast. La côte ouest de la Namibie, Skeleton Coast ou côte des squelettes, tient son nom de quelques squelettes humains trouvés sur place suite à des naufrages, mais aussi et surtout des ossements qui jonchaient les plages provenant des opérations de chasse à la baleine et à la chasse aux phoques. Activité fortement condamnée et répréhensible aujourd'hui. Les Bushmen l'appellent la terre de Dieu qui fait rage.
et les Portugais pensaient que c'était la porte des enfers. Très souvent noyés dans un épais brouillard, nous avons eu de la chance avec ce beau ciel bleu. Nous sommes donc restés un peu regarder les otaries, qui malheureusement pour beaucoup étaient à l'agonie. Là, il y a une petite otarie qui va aller voir sa maman, mais sa maman, elle est morte. Nous reprenons rapidement la route après ce triste spectacle et décidons de ne pas aller à Cap Cross, là où il y a des milliers d'otaries qui s'entassent sur une plage. Et c'est dans ce magnifique emplacement que nous décidons de camper. Pas joli, mais très calme. Allez, cap à l'est vers le Meisum Kreiser. Ce cratère est né d'une gigantesque éruption volcanique. C'est une cuvette d'environ 20 km de diamètre entourée de collines. L'endroit est tellement grand qu'il est difficile de se rendre compte que l'on est dans un cratère. Il y a de nombreuses espèces de lichens. Les champs de lichens jouent un rôle important dans la stabilisation de la couche supérieure du sol, augmentant ainsi l'écosystème du désert de Namib. Parce que leur taux de croissance est extrêmement lent, seulement environ 1 mm par an, il est vivement recommandé d'y faire très attention et de respecter les pistes déjà utilisées afin de préserver cette espèce fragile et indispensable. Le Spitzkoppe est un amoncellement rocheux de pics granitiques. Il est situé au sein du Damaraland dans le désert du Namib. Il est âgé de plus de 700 millions d'années et le point le plus haut se trouve à 1784 mètres d'altitude, soit 700 mètres au-dessus des plaines qui l'entourent. C'est l'endroit préféré des amateurs d'escalade. Yann est attiré par les montagnes et les beaux nuages au nord. Alors cap au nord vers Omaruru.
Et après quelques kilomètres, nous avons enfin nos premières gouttes de pluie. Depuis notre arrivée début novembre, et ce malgré la saison des pluies bien avancée, nous n'avons pas eu une seule goutte d'eau. Merveilleux accueil au camping Mara. Le propriétaire nous explique qu'il utilise un gyrocoptère pour se déplacer et nous propose de faire un tour de main. Évidemment, nous acceptons avec un méga plaisir et au diable mon vertige. Windhoek, le coin du vent en Afrikaans, a été fondé vers 1844 par Jonker Afrikaner, qui était le chef de la tribu des Oerlams dans le sud-ouest africain. Elle est la capitale de la Namibie depuis son indépendance en 1990, après avoir été celle de la colonie allemande puis sud-africaine du sud-ouest africain. Elle est située dans le centre de la Namibie à 1700 mètres d'altitude et est la plus grande ville du pays. En repartant vers la côte en direction de Wallis Bay, nous stoppons au Tinkas. C'est un site assez étrange. La plaine est entourée d'un labyrinthe de petites collines avec des formations rocheuses imposantes. Certaines sont couvertes d'un filon de dolérite, une roche magmatique. D'autres zones sont rouges, curieusement sculptées par l'eau. Il y a des arbres à carquois ici et là. Des falaises qui ressemblent à un amas de briquettes de bois. Et à côté, un paysage très rude. Et un alignement qui ressemble un peu à notre alignement de Karnak. Mais surtout, un emplacement de camping merveilleux, toujours loin des touristes comme on les aime, et en prime avec une nuit très fraîche. Toujours sur notre piste pour Wallis Bay, nous nous arrêtons pour contempler cette plante. La Welwitschia mirabilis, l'une des plantes les plus surprenantes de la flore mondiale actuelle. Elle porte le nom de son découvreur l'Autrichien Welwitsch, qui la découvre en 1859 dans le sud de l'Angola. Bizarre, curieuse, particulière, moche, qualifie souvent cette grosse salade flétrie, qui existe quand même depuis 105 millions d'années.
En route vers Moon Landscape. C'est un désert rocheux totalement aride et dépouillé, situé à une trentaine de kilomètres de Wallis Bay. Cette chaîne de montagnes a environ 500 millions d'années. La traversée de ce canyon est à couper le souffle et le camping merveilleusement calme. C'est donc un itinéraire que je vais ajouter pour notre prochain voyage. Car avec une durite de frein en moins, impossible d'y descendre. Direction donc Swakop Moon et Wallis Bay pour la réparation. Swakop Moon, bof, nous n'avons pas trop aimé. La ville est jolie, mais il y a des interdits à tous les coins de rue. Et si vous ajoutez à ça un emplacement de camping comme on ne les aime pas, cela suffit pour nous faire partir très vite. Wallis Bay, la baie des baleines, est entourée de nombreux lagons teintés de rose par le plancton. C'est un véritable sanctuaire pour les flamants roses, les pélicans, les cormorans, les goélands, les bécasseux, les fous du Cap et les manchots. Après Wallis Bay, nous prenons la direction du Quisep Canyon pour rejoindre la dune de Sossusvlei. Ce n'est pas la route normale, mais une petite piste qui semble très sympathique et surtout qui nous éloigne des pistes très fréquentées par les touristes. Alors ici au moins, nous sommes tranquilles. Et après un paysage plutôt aride, les vues se transforment et nous aimons beaucoup, enfin un peu de verdure. Et ces dunes orange entre le ciel bleu et le sable blanc. Waouh, c'est vraiment trop joli. Nous profitons alors pleinement de cette balade bucolique dans le lit de la rivière Quisep Canyon, qui va nous réserver une très belle surprise. Et voilà la surprise, un beau plantage, ensablé jusqu'au châssis pour prendre une photo. Yannick allonge le treuil pour l'accrocher à un arbre. Et la série des j'avance, je recule commence. Une fois, 2 fois, 3, 4, 5, 6 fois. Bref, 4 heures pour s'en sortir.
de la pelle, non, elle est... Super. Putain. Oh merde. Ah, le treuil il marche toujours. Bon, il est 7h moins le quart. On y est encore. Bon, comme elle aime que les cailloux, cette voiture, on lui a mis des cailloux parce qu'en plus, il y a un petit problème avec les blocages. Ça y est. Ça y est. J'ai pas entendu ce que t'as dit. Bravo à nous deux. Ah, faut que tu parles. Si j'ai fait un beau du tout. Youp. Alors maintenant, il va falloir récupérer le câble. Il est complètement enfoncé dans l'arbre. Un coup de machette demain matin. Donc il va falloir Ça. jouer de la machette demain matin. Ah oui, on a des On y arrive aussi. Ah bon, ça va, Et c'est après ce nouveau coup de chaud, où nous pensions ne pas pouvoir ressortir du lit de la rivière, que nous nous posons quelques minutes. Et très vite, les chevaux sauvages que nous avons croisés se rapprochent de la Jeep pour avoir de l'eau. Nous en profitons aussi pour admirer le Quisep Canyon, mais cette fois d'en haut. Bye bye Quisep Canyon, on ne t'oubliera pas de sitôt. Nous devions descendre vers les dunes, mais nous changeons d'avis et direction à l'est vers le plateau de Gansberg. Le Gansberg est un monument naturel dont le plateau mesure 2500 mètres de long sur 800 mètres de large. Le sommet appartient en grande partie à l'Institut Max Planck d'astronomie. C'est pourquoi il ne peut être visité qu'avec un permis spécial. Nous trouvons un camp comme on les aime, avec quelques chapardeurs à l'affût, mais une vue à couper le souffle sur le plateau.
en route vers Solitaire, célèbre petite bourgade où il y a des vieilles voitures, mais par un raccourci sorti de mon chapeau. Bon. C'est un camion. Quelques kilomètres plus loin, c'est demi-tour. En effet, la piste est escarpée par endroits et je sens que le Quicepe Canyon est encore dans l'esprit du pilote. Pour nous rendre à Solitaire, nous avions 2 pistes au choix, une normale et une interdite aux camions, aux caravanes et aux remorques. De quoi titiller notre curiosité. Et ne faisant pas partie de l'interdit, nous prenons la D1275. Après quelques kilomètres, nous arrivons au sommet d'une baignoire. Et là, waouh encore! Quelle vue! En regardant de plus près, nous apercevons la piste au loin et une descente assez impressionnante. Deuxième courte là. Deuxième courte, ça me... Obligé de freiner. Obligé de freiner. Je vais passer en première longue, en première courte. Pas que les freins lâchent comme la dernière fois. Hein. Bon, bah, je regarderai sur la vidéo parce que là je peux pas. Allez, un petit coup sur le champignon pour arriver à Solitaire avant le coucher du soleil. Solitaire était sur notre piste. C'est une petite bourgade située dans le parc Namib-Noklouf. Ce nom fut choisi par sa double signification, soit celle du diamant, soit celle de l'idée relative à la solitude. Le lieu se caractérise par une abondance de carcasses de voitures qui jongent le sol sableux, une petite épicerie qui fait office de poste et un camping lodge qui semble très bien. Nous continuons vers un camping qui nous a été conseillé par des Allemands rencontrés à Cesfontaine. Le camping Zebra, à 10 km des dunes. Verdure et discrétion, tout ce que l'on aime. C'est le week-end, donc pas envie d'être avec les touristes sur les dunes. Yannick en profite pour calfeutrer le dessous du pare-brise car il y a une odeur de poussière désagréable dans la Jeep. De mon côté, je cuisine de bonnes petites courgettes qui, grâce à un geste dont je ne suis pas la seule à connaître le secret, se retrouveront par terre au lieu d'aller sur la table.
voici enfin ces fameuses dunes. Alors ici ça monte quand même beaucoup. Hein. Ah. La Gégé elle n'est pas arrivée en haut. Ah putain. Ah c'est chaud. Aïe. Bon, à tout à l'heure. Hein. Voilà, alors, il a quand même monté tout ça. Je parle pas d'Yannou parce que lui c'est facile pour lui. Et voilà, on est ici. Il y a le sable. J'ai demandé à Yannou si il y avait le vide après. Il m'a dit non. Alors, regardez. On arrive. Et voilà. Voilà. Et ça, 37 degrés. il dit que c'est pas le vide. Hein? Il dit que c'est pas le vide. Il dit que c'est pas le vide. Il y a 37 degrés de dénivelé. Alors, regardez ça ici. Et il voudrait que je marche là-dessus. Ben moi je vais vous dire, je vais redescendre par là sur le derrière. Et puis basta. Hein. Ah non mais je peux pas, c'est impossible pour moi. Impossible. Moi je vais continuer un peu. La formation des dunes de Sossusvlei remonterait à plus de 5 millions d'années. Elles sont constituées de sable de quartz coloré et d'oxyde de fer en provenance du Kalahari. On sait que plus la nuance de rouge est intense et plus la dune est âgée. Les dunes les plus hautes mesurent plus de 375 mètres et elles figurent parmi les plus élevées du monde. En comparaison, notre dune du Pilat, au sud-ouest de la France, fait 106 mètres de haut et est considérée comme la plus haute d'Europe. Maintenant, cap au sud, nous faisons une escale à Os. Le lendemain matin, nous prenons la direction du sud encore vers le Fish River Canyon, encore une merveille de ce pays. Site incontournable, ce canyon est situé au sud de la Namibie. Avec 160 km de long, une largeur de 26 km et une profondeur allant jusqu'à 550 mètres, c'est l'un des plus grands canyons du monde, après le canyon Yarlung en Chine et le Grand Canyon du Colorado en Arizona. Son histoire commence à plus d'1 milliard d'années, mais je n'ai ni le temps ni surtout les compétences pour vous en parler. Je vais donc vous raconter nos impressions et ce qui nous est arrivé aussi. Magnifique, merveilleux, nous avons eu de la chance de camper au bord du canyon. Cela n'est pas vraiment autorisé, mais nous n'avons eu aucun souci. Par contre, avec les éléphants, oh que oui! Nous sommes à quelques mètres du précipice et un troupeau d'éléphants vient vers nous au pas de charge, comme si nous étions un point d'eau. L'horreur, au secours, stop! Ouf, je me réveille. Yannick, écoute, il faut changer la voiture de place. Oui, je sais, il est 3h du matin. Mais on ne sait jamais si les éléphants reviennent. Et nous voilà en train de pousser la Jeep de quelques mètres. Nous ne pouvons pas la démarrer puisque nous ne sommes pas en camp autorisé. Donc avec le bruit... Ah, voilà, c'est mieux. J'ai pu me rendormir après. Et Yannick, je ne crois pas.
Une autre aventure nous est arrivée. Yannick part courir. Lui, il pense que je vais le suivre en jeep. Moi, j'ai compris qu'il fallait l'attendre. 45 minutes passent. Et je commence à regarder au loin. Personne. 1 heure, personne. 1h30, personne. Je prends la voiture et je commence à sillonner. Mais rien. Je prends mon appareil photo avec le zoom 500. Rien. Le stress monte. Je regarde à droite et à gauche. Que des cailloux. Je commence à me faire un film. Une cheville cassée, etc. Peut-être un rapatriement. Et je devrais ramener la voiture. Non, 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 non. Je chasse toutes ces idées noires. De son côté, Yann s'inquiète. Il n'a pas d'eau. Le soleil commence à taper. Il finit par s'asseoir au pied d'un arbrisseau et partage l'ombre avec un âne. Je reviens au point de départ. Je regarde sur la piste, pas de traces. Je demande alors à des touristes. Et enfin, on a vu mon oiseau. Je prends la Jeep et je fonce. Je le vois. Je m'arrête, on ne se dit rien. J'ouvre l'arrière de la Jeep et je lui donne de l'eau et un coca. Yannick reprend ses esprits petit à petit.